Alors, bonjour à tous. Merci Ingrid et puis merci à toute l'équipe de Comexposium pour ce super, je ne sais pas comment il faut l'appeler, si c'est une conférence, un festival, mais en tout cas, je suis impressionnée par l'audience et je suis ravie d'animer cette table ronde ce soir. Alors, on va commencer par la vision d'un entrepreneur qui a déjà commencé sa carrière aux États-Unis, donc Romain Nicoli. Donc, Romain a passé 5 ans. Alors, peut-être que je t'invite à venir, Romain. Vous pouvez. Comme tu veux, soit tu viens ici, soit tu es au pupitre. Peut-être au pupitre. Au pupitre? Non? D'accord. Alors, on va le faire comme ça. Romain a passé 5 ans chez Microsoft, où il a dirigé d'importantes équipes de développement, software. Et puis, à partir de 2005, l'envie entrepreneuriale lui est venue. Il a créé Criteo avec ses 2 cofondateurs. Et il va nous raconter aujourd'hui comment il a réussi à faire de Criteo l'un des leaders incontestables de la publicité digitale, un domaine souvent réservé aux gros acteurs de l'US, et puis comment l'histoire de Criteo s'est concrétisée par une IPO avec le succès qu'on connaît. Romain, je te laisse intervenir. On va le faire à la main. Alors, est-ce que c'est mieux? Oui. Donc, je reprends. Bonsoir tout le monde. Donc, je parlais du parcours de Criteo, mais très rapidement, plutôt sous l'angle de ce qui se passe dans le futur. C'est où est-ce qu'on va et les tendances du marketing à la performance de façon générale. Évidemment, c'est vu sous le prisme de la vision du monde de Criteo. Donc, pour rappeler ce que c'est, finalement, avec les 3 grandes étapes dans la construction de Criteo. L'étape 1, peut-être que certains d'entre vous savent qu'on n'a pas commencé par la publicité. En fait, on a commencé par la recommandation de produits personnalisés, ce qu'on appelait le merchandising personnalisé, avant de passer sur la publicité en 2008. Donc, avec l'avènement de la publicité, en termes de technologie, non seulement on était préoccupé par générer le contenu le plus pertinent possible au niveau utilisateur, les bons produits, mais on a commencé aussi à essayer de prédire la performance. Et prédire la performance à un niveau utilisateur, au niveau de granularité le plus fin possible, c'est-à-dire la prédiction des taux de clics, la prédiction des taux de conversion, la prédiction des paniers moyens. Et donc on a une vision du monde qui est centrée sur l'utilisateur. Et l'étape 3, finalement, de cette évolution, c'est d'aller au-delà du display, au-delà des bannières graphiques, mais d'essayer de faire ce même travail, de générer des ventes pour nos clients sur tous les canaux où c'est pertinent. Donc on passe d'une vision display à une vision multicanal. Et plutôt que d'avoir une approche qui est centrée sur chacun des canaux, finalement on a une approche qui est centrée sur l'utilisateur et on cherche le moyen de toucher l'utilisateur de la bonne façon à travers tous les canaux possibles. Donc les canaux, qu'est-ce que c'est? C'est le display, celui sur lequel on a commencé, avec ses sous-divisions, le mobile, sur les réseaux sociaux, on en parle un petit peu. C'est aussi le SIM, c'est aussi les magasins physiques, c'est potentiellement la télé. Il y a plein d'autres canaux finalement qui génèrent de la performance, l'email, sur lesquels on a des choses à faire, sur lesquels on peut amener le même genre d'amélioration de la performance que sur le display. Donc, dans ce monde-là, finalement, il y a 7 grandes tendances qu'on voit pour le futur. La première, c'est le mobile. On en parlait, il y a eu beaucoup de discussions pendant ces quelques jours, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça. Mais c'est devenu une réalité. Ça qu'il faut retenir, c'est qu'on a beaucoup parlé du mobile depuis longtemps, mais maintenant, c'est déjà dans le monde 30% des ventes qui se font vraiment sur des devices mobiles. Donc, c'est plus quelque chose pour le futur, c'est quelque chose pour maintenant. C'est 21% en France. Et notre prédiction pour le futur, c'est que c'est inarrêtable et que ça va continuer à grandir. C'est déjà presque à 50% en Asie et globalement dans le monde, on pense qu'en 2015, ça va passer de 30 à 40%. D'autres phénomènes liés au mobile, c'est surtout la croissance fait surtout sur les smartphones et pas tellement sur les tablettes. Donc les smartphones grandissent plus vite que les tablettes, qui est aussi quelque chose d'assez nouveau, surprenant. Finalement, la dynamique se fait surtout sur les smartphones. C'est aussi beaucoup Android.
qui est assez fort sur la partie smartphone. Donc c'est pas un jeu qui est uniquement Apple, c'est un jeu qui est Apple et Android, vraiment qu'il faut prendre en compte. Avec des taux de conversion sur le mobile qui sont globalement assez proches de ceux du desktop, sauf sur la partie smartphone où ils sont un petit peu moins bons, pas dans tous les pays, mais dans les pays qui sont un peu moins en avance, donc de pays occidentaux, les taux de conversion sont moins bons. Et donc un des grands focus, je pense, pour les e-commerçants, c'est d'améliorer les taux de conversion sur le site mobile, qui souvent est une version pas très adaptée du site desktop. Et c'est quelque chose qui va encore renforcer la part des conversions qui se produisent sur le mobile. Donc, la croissance du mobile, j'en dis pas plus, qu'il y a eu beaucoup de sessions là-dessus, qui est une tendance de fond. Une autre tendance qui est liée à cette première-là, donc la prédiction numéro 2, c'est l'importance du cross-device. Pourquoi ? Parce que finalement, aujourd'hui, en moyenne, un utilisateur a 3 devices. Ce sera 5 en 2017. Et donc, la problématique de reconnaître un utilisateur à travers ces différents devices devient vraiment une importance primordiale maintenant. À quoi ça sert finalement ? Ça sert à 3 choses différentes. Ça sert à générer plus de performance puisque les données qu'on récolte sur un device, on peut les utiliser pour un autre. Ça sert aussi à mesurer ce qu'on fait de façon plus pertinente. Si on veut reconnaître ses prospects, ses acheteurs actuels, avoir des stratégies différenciées sur ces différentes populations, encore faut-il savoir que quelqu'un est vraiment un prospect ou un acheteur en sachant ce qu'il a fait à travers ces différents devices. Et finalement, la troisième chose, c'est pour faire l'attribution de l'efficacité des campagnes publicitaires, l'attribution des ventes à travers les différents devices. Qu'est-ce qui se passe quand un clic se produit sur un device et la vente sur un autre ? Comment est-ce qu'on gère ça en termes de stratégie marketing ? Tout ça, ça montre le besoin d'être capable de suivre un utilisateur à travers les différents devices. La troisième tendance qui est toujours liée au mobile, c'est sur les applis elles-mêmes. Alors le gros du business des ventes sur le mobile aujourd'hui, c'est encore sur le web mobile, sur les browsers mobiles. Il y a de plus en plus d'activités qui passent vers des applications. Et sur les applications, on a surtout vu un marché de l'installation d'applications et on voit un shift vers le réengagement dans les applications. Finalement, les mêmes schémas que ce qu'on voit sur le desktop, de réengager les utilisateurs. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir installé l'application, mais si derrière il ne se passe plus rien et que je ne l'utilise plus, c'est pas très efficace. Donc de réengager les utilisateurs avec son application régulièrement, on passe vers ça, on y arrive. La tendance numéro 4, c'est alors quelque chose de complètement différent du mobile. On parle des clients qui ont des magasins physiques. Et donc, on voit un petit peu la revanche potentielle des brick and mortar sur les pure players online, ou en tout cas, c'est une des tendances qui peut se produire, avec l'utilisation du monde physique pour avoir un avantage sur l'online et vice-versa. Donc, c'est à la fois le web roaming, c'est-à-dire j'utilise mes campagnes publicitaires online pour générer des ventes dans mes magasins physiques, mais c'est aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire je récolte des informations dans les magasins physiques et je génère des ventes online, qui est plutôt le showrooming. Et donc, c'est deux dynamiques qui se complètent et finalement de suivre l'utilisateur entre l'environnement online et l'environnement offline, de bien comprendre les interactions entre les deux et de mesurer, de définir des stratégies marketing qui sont basées sur cette bonne compréhension. Ensuite, on va dans le domaine des formats publicitaires. Et là, il y a deux tendances supplémentaires. La première, c'est sur les formats qu'on appelle native, les native ads. Donc, pensez format type newsfeed à la Facebook. Donc, des formats qui s'intègrent dans le contenu du site sur lequel on les voit. On en voit de plus en plus. C'était assez difficile de s'y connecter, plutôt des connexions directes. On voit ces formats-là arriver dans le monde du programmatique, donc avec des plateformes un peu standards pour se connecter sur ça. Et donc, je pense que ces formats natifs ont un essor important devant eux, avec un inventaire disponible pour tout le monde qui va augmenter, puisque tout le monde pourra s'y connecter plus facilement dans le futur. Et l'autre aspect qui est connecté à ça, finalement, sur les formats rectangulaires IAB classiques, c'est la multiplication des tailles différentes. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais en Chine, on a un nombre de formats qui est absolument incroyable. Et donc, si on essaye de faire des publicités qui sont travaillées à la main, spécifiques sur chacun de ces formats, ça devient ingérable. Et donc là, en termes de technologie, on voit plutôt l'arrivée de formats de type responsive qui s'adaptent automatiquement à la taille des emplacements et qui sont capables de gérer opérationnellement tous ces formats différents sans que ce soit une complexité opérationnelle incroyable. Et puis finalement, la dernière tendance, c'est plutôt un commentaire sur l'industrie de la tech en général. Ce qu'on voit finalement, c'est qu'on va dans un monde qui est cross-canal. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus à travailler sur un canal en isolation des autres, mais on travaille sur l'ensemble des canaux en même temps.
cross-device, on l'a vu tout à l'heure, et centré sur l'utilisateur. Donc un niveau de complexité qui augmente fortement et qui fait que pour avoir une approche globale dans tous les pays, en prenant en compte toute cette complexité, on pense qu'il va y avoir une consolidation du nombre d'acteurs dans la tech, une concentration, et que finalement l'offre en termes de partenaires technologiques pour les e-commerçants va se simplifier, avec un nombre d'acteurs plus limité dans le futur qui vont offrir une panoplie de services plus complète. Voilà, donc c'était un petit peu le mot de la fin sur ça, un futur cross-device, cross-canal, centré sur l'utilisateur, avec des acteurs qui fournissent des services plus complets. Merci Romain. Alors moi j'ai une question pour toi un peu plus personnelle. Qu'est-ce que ça a changé le fait d'être à la tête d'une société cotée en bourse? Tu peux arrêter de travailler demain, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Il y a qu'est-ce que ça a changé pour moi et peut-être aussi qu'est-ce que ça a changé pour l'entreprise en général. Je mets un petit peu de côté la question finalement. Mais on a beaucoup parlé de l'introduction en bourse quand on la préparait pendant l'année 2013. Et finalement, une fois qu'elle a été faite, on s'est aperçu que ça ne changeait pas grand-chose. Donc la réponse simple, c'est ça ne change pas grand-chose. On a toujours plein de projets, on a toujours plein de plans pour l'avenir. Finalement, le fait de l'avoir faite, ça la met derrière nous. On y pense beaucoup moins que l'année où on la préparait. Et donc, l'introduction en bourse, le fait d'être une société publique, on n'en parle pas tellement au jour le jour dans l'entreprise. On est focalisé sur les projets pour le futur, sur les investissements. Et on ne subit pas, finalement, aujourd'hui, on résiste bien à la pression court terme du marché. On arrive à investir sur des projets qui sont pour le long terme. Et je pense que c'est la bonne stratégie. On va continuer à faire comme ça. Écoute, merci Romain. Alors, on reprendra après, à la fin des différentes interventions, pour des questions-réponses avec vous. Merci à toi. Je te propose de rester ici. Puis on va accueillir Stéphane. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Là, je vais avoir besoin de vous. Oui, Stéphane. Donc, Stéphane Dietrich. Stéphane, je te propose de venir avec nous, nous rejoindre. Ouais, tu veux écouter? Alors, Stéphane a aussi un parcours exceptionnel d'entrepreneur, puisqu'il a créé en 2001 Neolan. Il est parti très vite aux États-Unis s'occuper du développement de Neolan aux US. Et puis, à partir de Boston, ce qui est aussi un peu plus rare pour les États-Unis, Stéphane a réussi avec son équipe à vendre Neolan en 2013 dans un contexte, rappelez-vous, un peu chahuté pour les entreprises françaises à Adobe, en tout cas les entreprises de la tech françaises. Donc avec une sortie record à 600 millions d'euros ou de dollars? Dollars. 600 millions de dollars. Maintenant, c'est à peu près pareil. Maintenant, c'est pareil, voilà. Et puis, depuis 2 ans, Stéphane occupe des responsabilités de vice-président Adobe Campaign Solution. En fait, le produit Neolan a été intégré dans Adobe et aujourd'hui, toute l'équipe de Neolan continue sa croissance au sein d'Adobe. Donc, c'est ce que va nous raconter Stéphane maintenant. Merci. Merci beaucoup de me donner la tribune. Bonsoir à tous. Pour commencer, je sais que c'est la deuxième journée, que vous avez eu une première journée chargée et une deuxième journée épuisante, mais surtout que vous avez fait la fête hier soir. Donc je vais vous proposer une petite vidéo pour démarrer, pour vous réveiller un peu. Peter, come take a look at this. Mr. Daniels. Look at this. The numbers, they keep getting bigger and bigger. The clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. I need more trees. I'll get you more trees. Hey, take a look at wood pulp. Everything you got on wood pulp right now. Wow, he really loves that thing. Voilà. C'est juste... Merci, c'est une des nombreuses pubs qu'Adobe fait pour parler un peu du marketing digital et un peu des grandes tendances. Et en l'occurrence,
et en l'occurrence pour vraiment illustrer en fait ce que devient le marketing digital aujourd'hui, et la complexité que ça représente et comment on peut appréhender un peu tout ça. Donc je vous ai préparé aussi quelques slides d'illustration, quelques diapositives d'illustration de ce que c'est que le marketing digital aujourd'hui. Et en fait, je pourrais paraphraser, je crois, le patron de Procter & Gamble du marketing qui a dit en fait le marketing digital n'existe pas. Ce qui existe, c'est le marketing dans un monde digital. C'est le monde qu'on a illustré ici, c'est le monde où on se promène dans la rue. C'est plus une longue route tranquille, séquentielle et linéaire pour le client. C'est un client qui est ultra connecté. C'est un client qui est en perpétuellement connecté sur ses différents types d'équipements et qui se promène et qui voit un peu toute cette information qui lui arrive et qui surtout a pris clairement le ton, a pris le pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, on se rend compte que le marketing est en train de complètement évoluer radicalement parce qu'on est dans ce monde digital. Donc les attentes clients sont plus fortes que jamais. Donc je vais illustrer quelques-unes des tendances. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les attentes clients sont exactement comme Romain l'a dit, il y a cette dimension omnicanal, cross-canal, on l'appelle comme on veut, mais il y a cette multiplicité de devices et d'équipements avec lesquels il faut qu'on compose. Le client attend une approche ultra personnalisée des produits et des services qui lui sont proposés, et en plus une approche temps réel. Donc ça, c'est l'environnement dans lequel les directions marketing, donc vous, les directions e-commerce, vous retrouvez. Donc j'ai envie d'illustrer en 6-7 minutes 3 grandes tendances que j'ai choisies. La première, c'est le marketing qui évolue d'une forme d'art vers une science. La deuxième, c'est ce qu'on constate beaucoup donc aux États-Unis. Moi, j'ai la chance de pouvoir côtoyer beaucoup de Chief Marketing Officer, on va dire des Fortune 100, et on voit comment le marketing est en train de s'immiscer dans tout un tas d'autres domaines, avec en particulier s'immiscer dans l'expérience client. Et ensuite, enfin, je conclurai avec une autre tendance qui est la partie intégration, l'intégration de tous ces systèmes et la nécessaire consolidation. Vous voyez que j'ai mis en filigrane en dessous le mobile, parce que le mobile a été très abordé ce matin en keynote. Romain vient d'en parler aussi, mais en fait, c'est assez fondamental parce que pas seulement pour l'équipement en lui-même et son facteur de forme et le fait que j'en ai 1, 2, 3, que ça pose des problèmes de device stitching et tout un tas d'autres gros mots, mais surtout parce que ça fournit du contexte. Pour la première fois, on a le mobile. Avec le mobile, on a un équipement qui a des capteurs. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de ces capteurs. Quand je suis dans Uber et que j'ai ma localisation, donc ces capteurs nous fournissent de l'information et comment on peut utiliser cette information pour en extraire du contexte. Voilà, donc 3 grandes tendances, l'art et la science. Alors je suis assez passionné par ça, c'est cet hémisphère gauche-là qu'on a développé dans les équipes marketing, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, ouais, c'est devenu très analytique. À une époque, on disait, John Wanamaker disait, je dépense 5% de mon marketing, 50% je le jette par la fenêtre, mais je ne sais pas lesquels 50% c'est. Donc comment on peut comprendre ça ? Maintenant, on arrive à le comprendre, parce qu'on a plus de mesures et parce qu'on a des médias digitaux en particulier, des canaux digitaux qui sont plus adressables. Et donc, on a développé complètement cette partie analytique de notre côté, d'un côté de notre cerveau, cet hémisphère-là. En comparaison historiquement, le marketing, ça relevait quand même largement de la science, de l'art. Une illustration de ça, c'est un peu Madison Avenue, les Mad Men qui rencontrent le Nasdaq, le Nasdaq Trading Floor, ou alors les agences de com qui soudainement se rendent compte qu'il faut avoir affaire aux codeurs et aux bases de données de la Silicon Valley. Donc on a ces deux mondes qui sont en train de fusionner, et je trouve que ça c'est assez passionnant ce qui est en train de se passer. Romain a parlé d'approche programmatique, etc. Il y a de l'algorithmique derrière tout ça. Et donc là on a quelque chose, une tendance quand même de fond qui a un impact organisationnel énorme pour vous, dans vos équipes, parce que ce n'est plus les mêmes personnes qui peuvent gérer ces différents challenges, qui peuvent relever ces différents défis analytiques. Donc ça pose tout un tas de challenges. Donc première grande tendance que je voulais illustrer. La deuxième, c'est comment le marketing vient interpénétrer, s'immiscer dans tout un tas d'autres domaines. Là, j'ai mis quelques illustrations. En fait, on a un point de vente qui est connecté, on passe sa carte, on est connecté, on a des offres qui nous sont poussées. Donc on a un terminal digital sur le point de vente où on a le caissier, la caissière qui nous propose une offre par rapport à un niveau de fidélité.
ça, c'est quand même assez incroyable parce qu'on a du digital qui rentre sur le point de vente avec des offres marketing. On a bien sûr aussi les frigos qui commencent à être connectés. On a une machine à coca qui prépare la boisson favorite en mélangeant tous les types de coca. Alors, ce n'est pas pour moi, c'est pour mes enfants, ce genre de truc, je vous dis tout de suite. Mais enfin, eux, ils veulent être reconnus avec leur téléphone et aller à la machine à coca et avoir leur préparation. C'est-à-dire que c'est personnalisé dans une machine à coca. Donc on imagine, une société comme Coca n'avait pas de contact avant direct avec le client. Il y avait Coke Rewards, etc. Mais là, maintenant, ils vont avoir des informations d'habitude, des informations de boissons préférées, etc. Donc là, c'est une vraie révolution. On voit que le marketing va au-delà du marketing, va dans l'expérience client, va même dans le produit. Alors, un autre petit exemple que j'ai mis là, qui est le thermostat Nest. Qui est-ce qui connaît Nest ? Ouais, c'est bien, ils ont fait de la bonne pub. Ils ont démarré il y a 6 ou 8 mois, je crois, en France, en faisant de la pub. Ça, c'est quand même un thermostat. C'est un thermostat pour régler la température de la maison. C'est assez basique. Google, boîte de marketing, c'est quand même stupéfiant de voir qu'une boîte de marketing a acheté ça pour 3,2 milliards de dollars l'année dernière, pour une boîte qui ne faisait même pas 100 millions, je crois, de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que le marketing rentre dans nos usages quotidiens. C'est assez symptomatique de voir comment le marketing rentre dans les usages les plus banaux de tous les jours. C'est assez incroyable. Donc on voit que le marketing va bien au-delà. Le marketing et l'e-commerce vont au-delà et vont interpénétrer toute l'expérience client. Quelques illustrations là-dessus. En plus, le consommateur, il s'attend à ce que tout ça soit continu. Je commence sur une tablette. J'ai pris Delta Airlines là pour venir. Donc j'ai pris mon billet sur le web. Ensuite, j'ai fait mon check-in dans mon lit sur ma tablette. Ensuite, je suis allé dans le taxi le lendemain matin. Et puis, dans mon taxi, j'ai regardé si j'avais une upgrade. Et puis, je suis arrivé à la sécurité. Je suis passé à la sécurité avec mon téléphone. Et puis, je suis rentré dans l'avion avec mon téléphone. Donc, on voit, et accessoirement, j'ai regardé si j'étais sur la liste d'attente dans les terminaux, là, à la gate, à la porte d'embarquement. Il y a une liste d'attente. Donc, en fait, j'ai 5 canaux. J'attends que tout ça soit complètement cohérent. Donc, on voit que cette expérience client, cette transformation digitale doit être complètement continue et cohérente. Un autre exemple pour illustrer ça, parce que j'aime bien moi les images, les illustrations, on a beaucoup bossé avec Audi pour ce concept où en fait on commence la transaction sur le web, on démarre sur le web, on fait une configuration du véhicule. C'est ce matin, je crois que vous avez quelqu'un a mentionné qu'on est passé de 5 visites par achat automobile en concession à 1,2 visites en France en 10 ans, entre 2004 et 2014. Incroyable ça, incroyable. Ça veut dire qu'il y a 4 visites de moins, on a divisé par 5 le nombre de visites. Les gens arrivent en concession, ils ont configuré leur voiture sur leur site web, on n'a pas envie de leur dire, voilà le catalogue, dites-moi ce que vous voulez. Non, j'ai envie de reprendre une session, de l'avoir sur un écran digital, de configurer ma voiture, et puis finalement d'être là. En fait, je reprends ma session à ce niveau-là, donc tout ça, on a travaillé avec Audi pour faire ça s'appelle Audi City, et ensuite je choisis les matériaux et je finis par passer ma commande. Donc, des choses assez incroyables. Nous, l'inspiration de Neolan, c'était cette scène. Qu'est-ce qu'il connaît ? Qu'est-ce qu'il reconnaît ? Minority Report. Tom Cruise, il arrive dans le magasin Gap, on le reconnaît avec l'iris de ses yeux et on lui propose un produit. D'ailleurs, si vous avez suivi la scène, au bout, il n'est pas content parce qu'il est mal personnalisé. C'est normal, il a piqué les yeux à quelqu'un d'autre. donc, ils se sont trompés. Mais incroyable. Ça, aujourd'hui, on sait le faire. C'est plus les yeux, c'est pas encore les yeux qu'on reconnaît. C'est l'iBeacon avec le téléphone. C'est pas un hologramme qui parle, mais c'est un display, c'est un afficheur. Une télé digitale qui peut le faire. On a illustré ça il y a 2 semaines, comment on pouvait changer dans Times Square les panneaux en temps réel. Donc, assez incroyable qu'on puisse faire ça maintenant. Donc, pour délivrer tout ça, pour délivrer cette expérience et ces offres de manière personnalisée, continue, en temps réel, en fait, on se rend compte qu'il y a une multiplicité d'outils d'acteurs qu'il faut intégrer. Donc ça, c'est la 3e tendance que je voulais partager avec vous, cette tendance d'intégration et de consolidation du secteur. Ingrid a fait un très beau Ingridscape, je l'ai appelé parce que ça s'appelle un Lumascape, pour ceux qui connaissent. Ici, au salon, vous avez un Ingridscape en haut, où en fait, elle a regroupé tous les acteurs par catégorie. Et en fait, j'ai choisi celui-là parce qu'il y a encore Neolan dessus, si vous voyez bien, là, sous le G de intégration, vous avez un petit logo Neolan. Et il y avait 300 acteurs fin 2012 dans ce Lumascape. Vous savez combien il y en a maintenant ? Il y en a 800.
Il y a plus de 800 acteurs dans cette même illustration. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'une direction marketing peut arriver à digérer ça, à comprendre ça? C'est très très difficile. Donc il y a un besoin clair de consolidation. Dans les acteurs que vous voyez autour de Neolan, il y a un 50% qui ont été achetés par les grands, les IBM, Oracle, Salesforce. Et en fait, ces acteurs-là ont donné naissance, avec un Adobe qui a acheté Neolan, à ce qu'on appelle des marketing clouds, qui tout simplement offrent une solution beaucoup plus intégrée aux directions marketing. Et donc nous, à titre personnel, donc pour finir sur l'entrepreneuriat, non seulement on est fiers d'avoir créé une société française avec très peu de moyens, dans un garage, en démarrant avec très peu de financement. Donc Neolan, au bout de 12 ans, de se faire acquérir par Adobe pour 600 millions. On est très fiers de ça, mais surtout on est très fiers d'être la pierre angulaire d'une histoire beaucoup plus grande, en fait, qui est la construction de ces marketing clouds, puisque ce que vous avez vu, les marketing clouds, pour la première fois, 2 analystes majeurs, Forrester ou Gartner, dans les 4 derniers mois, ont publié pour la première fois leur rapport, l'un le Magic Quadrant, l'autre la Wave, et Adobe est le leader dans les deux. Et donc nous, en termes de fondateurs de Neolan, on a amené une pierre angulaire à Adobe pour créer ça. Et donc on est particulièrement fiers de pouvoir contribuer en fait à quelque chose de beaucoup plus grand, donc d'avoir une page de l'histoire du marketing qu'on écrit ensemble et pas juste une exit sur une société technologique et puis on arrête là. Voilà, un peu les grandes tendances et puis un peu d'entrepreneuriat. Merci. Alors, Stéphane ne l'a pas mentionné, et je ne l'ai pas mentionné au départ, mais il aide aussi les entreprises françaises à se développer aux États-Unis en qualité de représentant du commerce extérieur, c'est ça, hein? Ça fait 5 ans, ouais. Voilà. Ouais. Donc, si vous avez des questions sur l'expansion aux États-Unis, Stéphane pourra aussi vous répondre et vous aider. Alors maintenant, on va avoir une session avec Fabrice Guinda, donc, qui nous fait le plaisir d'être avec nous par visio. Alors Fabrice, oui, il est là. Donc là, on va voir si la magie de la technique fonctionne, mais oui, forcément. Fabrice, es-tu avec nous? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour Fabrice. Alors, pour qu'on rêve un peu, où es-tu en ce moment? Je suis à Miami. D'accord. Voilà, maintenant on a l'image. Bonjour à toi. Donc Fabrice, c'est aussi un entrepreneur exceptionnel. 3 sociétés, avec un démarrage avec Auckland au tout début de l'ère Internet, puis OLX, entre les deux, une société qui faisait des sonneries mobiles, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait, que tu as amené à jusqu'à 200 millions. Stingy, si ma mémoire est bonne. Zingy, voilà. Et puis, depuis quelques années maintenant, tu es business angel. Alors, combien tu as fait d'investissements aujourd'hui ou combien tu en fais par semaine? Enfin, je crois que c'est assez impressionnant. En fait, j'ai fait 182 investissements les quelques dernières années. J'en ai fait 41 l'année dernière. J'en suis déjà à 20 cette année. Waouh! Alors, ce que Fabrice ne nous dit pas, c'est qu'il a fait des investissements complètement incroyables. Je pense à Alibaba, Brightroll, Delivery Hero. Enfin, Alibaba, c'est certainement l'un de tes plus beaux. Brightroll aussi, peut-être en termes d'exit, probablement l'un des plus beaux. Et comment tu choisis tes investissements? Qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui? Alors d'abord, je ne suis pas un investisseur à plein temps. Je suis entrepreneur à plein temps. Il s'avère que je suis investisseur la nuit. Maintenant, de par le fait que je suis entrepreneur le jour, je dois décider très vite vu le nombre de dossiers que je vois et vu que je ne vois pas que ça prenne trop de temps. Donc, j'ai 4 heuristiques spécifiques. En fait, je choisis en 1 heure en fonction de si j'aime l'équipe, si j'aime le produit, donc je vais attendre à ce que le produit soit live, si j'aime les conditions d'investissement et si j'aime le métier. Et si j'aime le métier est sous-divisé en 9 catégories qui incluent taille de marché, modèle économique, etc. Donc, il y a des heuristiques assez spécifiques et en fonction de ça, j'investis et je décide plus ou moins en 1 heure. Donc finalement, c'est une histoire d'amour, hein? Oui, mais en fait, j'investis parce que c'est amusant. On rencontre des gens intéressants, on voit plein d'idées passer, on a en fait ses doigts sur le pouls du marché et on voit quelles sont les tendances et où on en est. Donc, et tu es entrepreneur toujours, donc tu as aujourd'hui des sociétés dans quel domaine? Donc j'ai vendu OLX et j'ai quitté il y a 2 ans.
Et depuis, j'ai créé 4 nouvelles places de marché sur le marché américain, dont la plus connue est une compagnie qui s'appelle BP. En fait, c'est un site de voitures qui révolutionne la façon d'acheter et vendre des voitures d'occasion. On vend sa voiture d'occasion en 4 clics, on dit la marque, le modèle, l'année, le kilométrage et c'est fini. On donne un prix meilleur que le prix concessionnaire. On envoie un inspecteur chez la personne chercher la voiture, la réparer si nécessaire, la nettoyer, mettre un ruban, la livrer à l'acheteur. On la vend aux acheteurs 18% moins cher que le prix concessionnaire et on s'occupe de tout de A à Z. Le financement, l'assurance. On offre une garantie de 3 mois et 3000 km et 10 jours pour rendre sa voiture sans poser de questions. Ce site s'appelle BP, PEPI. On l'a lancé il y a moins d'1 an. On fait déjà plus de 20 millions de chiffres par an et on vient de lever 75 millions de dollars. Waouh, c'est impressionnant. Là, je crois que... donc, tu parles beaucoup de marché US, de place de marché. US, place de marché, c'est un peu loin du e-commerce en France ou en Europe. Est-ce que les places de marché sont finalement pas en train de prendre les parts de marché du e-commerce ? C'est clairement une tendance. En fait, il fut un temps, il fallait être une sorte de site e-commerce pour vendre des produits. Et ça coûtait beaucoup. Ça coûtait très très cher. Imaginons Webvan pendant la période de la bulle, qui voulait donc vendre ou faire des livraisons de groceries à domicile. Ils avaient besoin d'infrastructures, de dépôts, de stocks, donc d'inventaire. Ils avaient besoin de camions de livraison. Ça leur a coûté des milliards de dollars. Ils ont fini par faire faillite. Or, aujourd'hui, en fait, quasiment tous les métiers du monde offline sont en train de se faire réinventer de manière asset light, donc avec très peu de capitaux, par des places de marché, parce qu'on a toutes les différentes composantes qui sont nécessaires. Donc on imagine Uber qui est en train de réinventer le métier des taxis. Uber ne détient pas de voiture, Uber n'a pas de chauffeur, ce sont tous des gens qui sont à leur compte, qui décident de travailler pour Uber en place de marché, et Uber prend 20% de commission. Airbnb, qui est en train de disrupter le marché de l'hôtellerie, Airbnb ne détient pas d'immobilier, ce sont des particuliers qui détiennent l'immobilier et qui le mettent à disposition, on peut imaginer de quasiment tous les différents secteurs. Donc, on a Glam Squad qui réinvente la beauté à domicile avec des gens qui vont faire la beauté des femmes chez elles. C'est Uber pour la beauté à domicile. Mais ou Sweeten qui réinvente la rénovation de maison. C'est Uber, on appuie sur un bouton et quelqu'un vient s'occuper de la rénovation qu'on veut faire chez soi et ainsi de suite. Et donc, tous ces métiers qui historiquement étaient soit transactionnels mais verticalement intégrés en commerce électronique sont en train de se faire réinventer en fait avec des structures de coûts beaucoup plus faibles et un service client bien meilleur par des places de marché quasiment verticales par verticales sur le marché américain. Je suis sûr que ça va arriver sur le marché européen sous peu. C'est déjà commencé à arriver avec des Handy, des Uber et des Airbnb, mais c'est le début de la vague. Alors comment, toi qui es aux États-Unis depuis maintenant 14 ans, même plus, puisque tu as fait tes études aux États-Unis, comment tu perçois l'Europe et l'Europe technologique ? Est-ce que tu fais des investissements en Europe ? Historiquement, je faisais 50% des investissements hors des États-Unis. Il y a 3 ans, j'étais 48% aux États-Unis, 52% au reste du monde. Et le reste du monde était en grande partie France, Angleterre, Allemagne, et puis Russie, Brésil, Turquie. En fait, il y a 3 ans, j'ai fait un choix délibéré de me reconcentrer sur le marché américain pour 3 raisons. En fait. Un, il y a les raisons macroéconomiques où la Turquie, le Brésil, la Russie notamment ont fait des choix politiques et économiques très défavorables aux investissements et à la réussite d'entreprises dans ces pays-là, alors qu'ils sont dans les 3 cas relativement différents. En même temps, les États-Unis, macroéconomiquement, étaient bien mieux placés. C'est-à-dire qu'ils ont profité de la révolution du fracking, et du shale oil et du shale gas pour baisser leurs coûts de fabrication. La croissance du PNB par habitant et du PNB a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, on est au plein emploi aux États-Unis avec 5,5% de taux de croissance. Et vu que les taux d'intérêt demeurent faibles à l'échelle mondiale, les gens cherchent à investir dans les endroits où il y a de la productivité, de la croissance. Or, aujourd'hui, ce vecteur de croissance, ce vecteur de productivité dans le monde, c'est dans la technologie, et notamment aux États-Unis. Et maintenant, aux États-Unis, ce qui est intéressant, c'est que l'écosystème Internet est plus robuste qu'il ne l'a jamais été. C'est-à-dire que c'est non seulement dans la Silicon Valley, mais aussi à San Francisco, aussi à Boston, aussi à LA, aussi à New York, où il y a des écosystèmes qui se sont développés partout, et à chaque fois en prenant conséquence des métiers locaux. Donc à New York, il y a beaucoup de compagnies dans la mode, il y a beaucoup de compagnies dans la finance ou dans le tech. Et on se rend compte que là où je veux dire que l'écosystème est plus robuste qu'avant, c'est que maintenant il y a des sorties à tous les niveaux. On a des sorties même pour une compagnie qui est en train d'échouer, qui se fait racheter en acquire par des plus gros groupes qui ont besoin
d'embaucher, alors que le marché du travail est en fait très étroit, dans le sens qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Le taux de chômage est trop faible. Donc c'est quand même un environnement qui est très différent. Et aujourd'hui, on a la création de compagnies qui vont de 0 à 1 milliard de chiffre d'affaires, pour ne pas parler de valeur, en des temps records. Et donc, on est quand même à un moment unique de l'histoire où il y a toute cette création de valeur, on a la création d'entreprises qui vont de 0 à 1 milliard de valeur très vite. Alors en Europe, la réalité, c'est qu'il y a un écosystème qui est très robuste, c'est celui de Berlin. J'investis encore beaucoup à Berlin. L'année dernière, j'ai fait 70% de mes investissements aux États-Unis, mais 15% en Allemagne. Et en Allemagne, je suis investisseur ou actionnaire dans Vindelen, qui est un site de couche qui est en train d'aller en bourse en ce moment, Mr. Specs, Delivery Hero, qui maintenant vaut plus d'1 milliard. Et il y a pas mal de sorties, il y a vraiment un écosystème qui est très robuste, c'est-à-dire qu'il y a les entrepreneurs, les anges, les investisseurs qui font les Series A, les Series B, et puis il y a les sorties, soit sur le marché public en Allemagne, soit en vendant à des boîtes américaines ou locales. Donc il y a vraiment quelque chose de robuste qui en fait manque un peu dans les autres écosystèmes. En France, aujourd'hui, il y a une innovation phénoménale au niveau à l'amorçage. C'est-à-dire qu'on a plus d'entrepreneurs que jamais avant. On a les écoles que Xavier Niel pousse qui favorisent beaucoup en fait l'entrepreneuriat. On a beaucoup d'anges. Et encore une fois, Xavier, avec Kima, finance beaucoup d'entreprises. Par contre, il y a quand même une sorte de manque au niveau des Series A et des Series B. Et il y a un manque au niveau des sorties. C'est-à-dire que si jamais la boîte réussit, ça devient Neola, Acriteo, les compagnies, les investisseurs américains vous retrouvent, les Tiger Global, Summit, etc. Et ensuite, vous pouvez vous vendre à des Adobe. Mais si vous êtes dans l'étape intermédiaire, vous avez besoin de 5, 10, 15 millions de capital risque et où vous avez une boîte qui fait 20 millions de chiffres, peut-être 1 ou 2 millions de résultats, il n'y a pas vraiment d'acquéreurs. Et donc, ce manque de robustesse de l'écosystème au milieu est ce qui nuit terriblement à la France. À t'entendre, c'est pas très réjouissant pour les entrepreneurs français. Alors, si tu étais en France, qu'est-ce que tu ferais pour changer ça? C'est possible encore de changer, d'inverser la tendance? Oui, absolument. Il y a tout plein de pays qui ont réussi à rendre leur secteur entrepreneurial plus dynamique. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a un double problème. Il y a un problème d'abord de perception. Une des raisons pour laquelle les Américains aujourd'hui n'aiment pas ou ont peur d'investir en France, c'est qu'ils voient les gros titres, ils voient les 75% de taux d'imposition, ils voient les lois anti-Uber ou anti-Airbnb, ils voient Dailymotion qui ne permet pas d'être acheté par Yahoo, etc. Et ça fait peur. Alors, peut-être que dans la réalité, c'est beaucoup plus subtil et c'est peut-être moins explicite, mais ce n'est pas un message qu'il faut envoyer aux investisseurs potentiels qui déjà trouvent que c'est loin et dans une langue compliquée. Deuxièmement, mon instinct, c'est qu'il y a beaucoup de... Je suppose, mais il faudrait vérifier, que l'existence du capital risque au tour A et B vient peut-être du fait qu'il y a une sorte de concurrence par les fonds publics qui financent les projets Internet à ce niveau-là. Et mon instinct, c'est que si en fait on n'avait pas ces fonds publics qui investissaient dans des projets soi-disant de technologie ou novateurs, on aurait un système de capital risque plus profond et plus développé en France. Et donc, il y a une sorte de crowding out du capital privé par le capital public qui à mon avis, nuit, vu que les critères de sélection ne sont pas forcément les mêmes. Bon, et puis troisièmement, c'est toute la partie flexibilité qui est en fait très importante aux startups parce que quand je regarde Ziggy, on est passé de 0 à 27 employés, puis à 5, puis à 150, puis à 80, puis à 200. Et en fait, on fait des hauts et des bas en fonction de nos réussites, de nos partenariats, de nos contrats. Et donc, la flexibilité est très importante. Alors, j'ai une dernière question pour toi. Je ne sais pas si tu as vu l'actualité du jour, mais Arnaud Montebourg, VP d'Habitat, ça t'inspire quoi? VP de quoi? De Habitat. Et c'est quoi Habitat? Les meubles. Alors, c'est une enseigne française, même pas française ou anglaise, qui fait des meubles. Habitat, donc équivalent Ikea. D'accord, je ne suis pas du tout dans ce monde-là, mais de par les propos qu'il a tenus par le passé sur ses critiques quelque part de l'entreprise, je suis assez surpris de la chose. Je ne vois pas quelle valeur ajoutée il peut vraiment avoir, mais bon, on peut supposer qu'il a des ouvertures politiques, mais bon...
Bon, ce qui est encourageant, c'est que nos politiques vont dans le monde de l'entreprise, et c'est peut-être ce qui permettra à nos entreprises et à des pays comme la France et l'ensemble de l'Europe à avoir une croissance économique encore plus forte dans les années qui viennent. Alors justement, c'est une bonne transition pour la suite. Donc, Fabrice, on te remercie tous pour ton temps et bravo pour ton parcours exceptionnel. Voilà. Merci. Au revoir. Et on espère te motiver, et en tout cas que l'environnement macroéconomique européen te motivera vite pour continuer et investir de plus belle en France, en Angleterre, dans tous les pays européens. Merci. Mais en fait, j'investis quand même en France. Je suis actionnaire de Blablacar, qui est une compagnie exceptionnelle, et j'adore investir dans les boîtes françaises notamment qui ont des ambitions mondiales. Donc, et la France, en fait, relativement bien placée. On a quand même beaucoup d'entrepreneurs et de talents techniques. Donc, je suis en fait relativement optimiste. Et en fait, c'est justement de par la technologie et les secteurs d'Internet que mon optimisme vient. Donc, je pense qu'on va pouvoir réinventer tout plein de secteurs français qui sont en fait un peu somnolents et dormants grâce à la technologie. Donc, en fait, le fait qu'on ne soit pas productif, quelque part, de manière paradoxale, crée des opportunités d'avoir un meilleur avenir. Donc, je suis en fait très, très optimiste. Alors, donc, merci Fabrice pour cette note d'enthousiasme. Donc, on va tous essayer de se motiver pour être encore plus productifs. Merci à toi et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Alors, justement, on parlait des politiques qui vont faire du business, mais on a aussi des hommes du business qui font de la politique. Donc, je suis aussi ravie d'accueillir Denis Père. Alors, Denis Père, c'est aussi un entrepreneur exceptionnel qui a été le premier à coter une entreprise au Nasdaq, une entreprise française avec Business Object, donc dans les années 95, 96, 94, donc très très tôt. Donc, il nous a montré la voie très tôt. Énorme succès de Business Object, et puis ensuite encore un deuxième succès avec Kiala, qui était aussi dans un domaine dans lequel en théorie les Français ne sont pas les meilleurs. On n'est pas les meilleurs dans le software, en théorie on n'est pas les meilleurs dans la logistique, c'est plutôt les Américains et les Allemands. Mais tu as réussi aussi à avoir un formidable succès, puis tu t'es investi socialement, politiquement pour essayer de faire changer les choses. Alors c'est ce que tu vas nous raconter maintenant. Oui, merci. D'abord, c'est un vrai plaisir d'être ici. C'est une conférence que je connais bien, puisque j'y venais en tant que fournisseur d'un certain nombre d'entre vous. C'est très sympa de revenir et de rencontrer des gens dans un contexte beaucoup plus décontracté, évidemment, de ne pas avoir à convaincre des clients, essayer de les rassurer, et même retrouver des compétiteurs avec le sourire, auxquels on serre la main avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'on a été en compétition dure, mais quand même en général assez loyale. Donc effectivement, moi, après le parcours Kiala, où en 10 ans, on a construit une société en partant de rien, dans un domaine compliqué, effectivement, en partant d'une centaine de relais, dans la région de Bruxelles, 7000 relais au bout de 10 ans, 50% de croissance par an. UPS qui vient nous voir, qui nous dit voilà, vous avez développé une compétence qui nous intéresse. On aimerait faire de vous notre centre de compétences mondiale. Est-ce que ça vous intéresse? Bon, évidemment, quand on vous pose ce genre de questions, alors d'abord on répond non, on a été formé à répondre non à ce genre de propositions, mais très rapidement derrière on est séduit, on négocie et puis on finit par trouver un accord. Donc ça c'était en 2012. J'ai passé 18 mois à les aider à acquérir la compétence, à déployer l'Angleterre, l'Allemagne où il n'était pas présent, le Canada un petit peu aussi. Et puis au bout de 18 mois, j'étais libre. Et là, effectivement, j'ai décidé de changer de métier, de devenir entrepreneur en politique. Et ça s'est passé en fait assez naturellement. Ça s'est passé parce que j'allais faire des conférences où j'allais raconter un peu mon parcours d'entrepreneur devant des gens assez variés, devant des entrepreneurs bien sûr, mais aussi des étudiants, des cadres, des femmes au foyer. Et j'allais parler d'entrepreneuriat et d'innovation, et parce que j'avais eu déjà une implication dans la société civile, à travers la création de Croissance Plus il y a quelques années, finalement les gens s'intéressaient plutôt à cet aspect-là et m'interpellaient sur la situation du pays. Et j'avais des gens en face de moi qui étaient totalement désemparés. C'était en 2013. Les gens me disaient « Mais monsieur Père, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? C'est sûr, on vote Front National. Eux, au moins, on ne les a pas essayés. » Alors je disais « Mais attendez, vous êtes fous, faites pas ça, il y a quand même d'autres solutions. » Ils disaient « Mais quelle autre solution ?» Et c'est vrai que j'étais un peu désemparé pour leur suggérer quoi que ce soit d'autre. Et puis un jour, une dame de Lyon, il se trouve que je suis lyonnais, j'étais dans des Lyonnais de Paris, me dit « Monsieur Père, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Qu'est-ce qu'on dit à nos enfants ?»
Moi, j'ai 4 enfants. Bon, alors, j'ai fait une réponse d'entrepreneur optimiste. Je lui ai dit, écoutez, on est des gens intelligents, on va bien trouver la sortie par le haut. Et puis, en rentrant chez moi le soir, je me suis dit, mais c'est quoi, au fait, la sortie par le haut, quoi. Et c'était un moment où j'avais un petit peu de temps, j'avais pas d'autres projets, j'avais un certain accès aux médias. Je suis pas très connu, mais j'étais un peu connu dans le monde des entrepreneurs, par les journalistes économiques au moins. Et donc, j'ai décidé, avec une centaine de personnes, de lancer un appel au réveil citoyen, en créant Nous Citoyens. Et Thomas Soto, journaliste d'Europe 1, m'a ouvert son micro à ce moment-là, et pour essayer effectivement de bousculer un peu nos politiques face à une situation dans laquelle finalement le pays est bloqué, n'arrive pas à se réformer. Une de mes motivations aussi, c'était clairement ce qui s'était passé dans la présidentielle de 2012, où je m'attendais peut-être un peu naïvement à ce que, devant une dette qui venait d'être dégradée, devant un chômage qui atteignait des niveaux stratosphériques, on nous parle de sujets sérieux, de ces sujets-là, de la dépense publique, de comment créer des emplois de façon sérieuse. Et j'avais été extrêmement déçu de voir qu'on nous parlait finalement de sujets complètement périphériques, de viande halal, de coût du permis de conduire, et qu'en fin de campagne, finalement, les partis de gouvernement reprenaient les boucs émissaires des extrêmes. C'était la faute aux riches pour les uns, en gros pour la gauche, et la faute aux étrangers pour la droite, et puis la faute aux Allemands, à l'euro, à Merkel, aux Chinois, à tout le monde, sauf à nous Français. Nous, il n'y avait rien à changer, tout va bien, circulez. Et donc c'est devant cette situation de déni qu'on a été une centaine à se mobiliser. Et le réveil a eu lieu, puisque au bout d'un an, on avait 12 000 adhérents, ce qui pour un parti politique est beaucoup, ce qui a fait de nous assez rapidement le 7e ou 8e parti politique français. On a commencé à présenter des candidats à différentes élections. On s'est présenté aux européennes, où on a fait un score tout à fait honorable. Et puis on a commencé un travail programmatique aussi, à essayer justement, pour sortir du déni, de parler des vrais sujets, puis de faire des propositions. Et finalement, l'analyse qu'on a, c'est que beaucoup des difficultés qu'on rencontre sont dues à une absence de contrôle de la dépense publique. Beaucoup de choses démarrent de là, où on a une dépense publique qui est passée de 40% du PIB en 1974 à 57% du PIB, 17 points de PIB supplémentaires en 40 ans. C'est comme si on avait créé un deuxième État régalien à côté de l'État existant. C'est 370 milliards d'euros, tout simplement. Et cette surdépense, finalement, elle a des tas de conséquences tout à fait néfastes pour le pays et pour l'économie en particulier. La première de ces conséquences, c'est que quand on dépense beaucoup, il faut lever beaucoup d'argent aussi, et donc il faut lever beaucoup d'impôts. Et donc on a un taux de prélèvement qui est un des plus élevés au monde aussi. On a 46 points de PIB de prélèvement. La moyenne européenne, c'est 40. 6 points de PIB d'écart, c'est 120 milliards d'euros. 120 milliards d'euros, ça ne parle pas forcément, mais 120 milliards d'euros, c'est 4 budgets de la défense. C'est comme si on se payait 4 budgets de la défense de plus que nos voisins européens pour faire la même chose, et dans beaucoup de cas, pour faire beaucoup moins bien. En matière d'éducation, on fait beaucoup moins bien. PISA de l'OCDE le dit régulièrement. On est le pays qui dépense le plus des pays développés. On dépense 30 milliards de plus que nos voisins anglais et allemands. 30 milliards, c'est un budget de la défense. C'est mon unité de compte. 220 000 hommes et femmes en armes, des sous-marins, des porte-avions, des avions, etc. Donc un budget de la défense de plus. Et PISA dit, vous êtes le pays le plus injuste, le plus inégalitaire des pays développés. Vous avez 150 000 jeunes qui sortent chaque année sans diplôme, 47% d'entre eux sont des grands délinquants, des chômeurs de longue durée, et beaucoup d'entre eux sont des grands délinquants. Pas tous des grands délinquants, mais beaucoup finiront malheureusement par être des grands délinquants. Et donc un niveau de prélèvement qui est extrêmement élevé, qui décourage évidemment tous ceux qui entreprennent, parce qu'ils sont évidemment parmi ceux qui supportent le plus de prélèvements. Bien sûr aussi, quand on a une administration pléthorique, elle légifère à tour de bras. Le World Economic Forum a dit il n'y a pas très longtemps, évalue chaque année 150 pays, donc ils n'ont pas de dents contre la France, mais ils nous classent régulièrement dans les 15 pays les pires au monde en matière de poids de la bureaucratie. On est classé régulièrement entre l'Angola et la Birmanie. On fait juste un peu mieux que le régime militaire birman, un régime militaire paranoïaque. Bon. Et puis, comme les prélèvements sont très élevés et malheureusement ne suffisent pas, on s'endette aussi énormément. On emprunte tous les jours 500 millions d'euros, à 95% pour boucler la paye des fonctionnaires, et non pas pour laisser à nos enfants des ponts, des autoroutes, des tunnels, des ports. Donc une situation de perte de souveraineté dans ce domaine-là sans précédent, avec un risque d'obligation de remise à plat du modèle français dans l'urgence, le jour où les créanciers du pays en auront marre, comme cela commence à arriver, comme cela est arrivé à d'autres pays, mais comme cela commence à arriver, ça ne se voit pas encore dans les taux d'intérêt qu'on paye, mais il y a déjà des financiers à New York. Il y en a un il y a 2 mois, qui est connu pour avoir dit en 2007 « Lehman va bientôt tomber », Lehman est tombé en 2008, qui a dit
il faut qu'on arrête d'accorder aux Français des taux allemands alors qu'ils ont des finances grecques, quoi, hein. Donc, bon. Donc tout ça commence à faire réfléchir. Donc une situation assez préoccupante. Et comme conséquence de tout ça, la surdépense, la surfiscalité, le surendettement, la suradministration, une économie plombée. Et au final, le surchômage, 5 millions de chômeurs dans toutes les catégories, alors que le pays a absolument tout pour réussir. Un des grands messages qu'on a fait passer aussi, et qui est parfaitement illustré ce soir, je tiens à vous féliciter parce que la sélection est absolument remarquable. Nous, ce qu'on a dit, le premier message qu'on a fait passer, c'est la France est une surdouée qui s'ignore. C'est une tribune qu'on a publiée dans Le Monde. Quand on démarre un parti politique, on publie une tribune dans Le Monde, évidemment. Donc le message qu'on a fait passer, c'est la France est une surdouée qui s'ignore. Et ce qu'on a vu ce soir avec 3 Français qui s'illustrent brillamment aux États-Unis, qui est la Mecque du numérique, la Mecque de la technologie, on voit très bien qu'on est parfaitement capable de réussir dans un environnement mondialisé. On a absolument tout pour réussir. On a, selon moi, 3 caractéristiques clés pour réussir. On a la créativité, alors qui est connue dans le monde artistique, mais qui est vraie aussi dans le monde industriel. Les idées qu'ils ont eues chez Criteo, chez Neolan, les idées de Fabrice Guinda, vous avez entendu, idée géniale sur la vente de voitures d'occasion. Ça, c'est la créativité française, qui est absolument exceptionnelle. Ensuite, on a une capacité à maîtriser la complexité. On a un esprit de synthèse. On a cette capacité à voir la lumière avant les autres. Moi, je l'ai vu, vous l'avez peut-être vu aussi dans des réunions internationales. Vous avez des tas d'étrangers autour de la table, puis vous avez un Français. Le Français, souvent, c'est celui qui voit la lumière avant les autres, grâce à son esprit de synthèse, grâce à sa capacité à maîtriser la complexité. Et ça permet de concevoir des produits, des services à très forte valeur ajoutée, comme ce que fait par exemple Neolan. Donc ça, c'est un atout énorme. Et puis on a aussi une autre caractéristique, alors qui est moins connue des étrangers malheureusement, mais c'est qu'on est des bosseurs. On s'est créé une réputation de COSA en inventant et en maintenant les 35 heures. Or, les Français sont des bosseurs. J'ai travaillé avec des collaborateurs issus de beaucoup de pays, des Allemands, des Américains, des Anglais. À 18h, en général, il n'y a plus personne. Les Français, souvent, à 19h, à 20h, à 21h, mais ils sont encore là, ils bossent. Et souvent, on les renvoie chez eux en disant « c'est bien quand même que tu fasses autre chose, que tu aies une vie. Je ne sais pas si c'est votre expérience, mais moi, je l'ai souvent vécu. » Et ça, c'est dû à notre caractère de tempérament latin. Quand on est motivé, on s'engage. Et donc ça, c'est un atout extraordinaire. Donc ces 3 caractéristiques, couplées aussi au fait qu'on a en héritage la marque France, qui est un truc extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont en héritage une marque pareille. Il y a l'Italie, qui n'est pas très loin. Il suffit de se balader partout en France, tout près d'ici, sur la Côte d'Azur, évidemment. Et partout en France, vous avez cette marque extraordinaire qui fait rêver le monde entier, qui se traduit sous la forme de produits, de services multiples, que le monde entier rêve de nous acheter. Les étrangers ont les yeux qui brillent quand on leur parle de la France. Et puis en plus, aujourd'hui, ils ont les moyens de se payer un morceau de France. Il y a des classes moyennes qui émergent un peu partout, au Brésil, en Chine, en Russie, ils ont les moyens de se payer un morceau de France. Donc aujourd'hui, le fait de connaître un taux de chômage pareil, alors qu'on a tous ces atouts, c'est simplement absolument scandaleux. Et c'est le message que nous faisons passer avec nos citoyens. C'est une conviction que nous avons. Et donc on a proposé 3 choses pour en sortir. On a proposé 3 ruptures. La première rupture, c'est une rupture dans le fonctionnement de la vie politique. Parce que si les choses en sont là où elles sont, c'est qu'on a une vie politique qui est dominée par 2 profils, avec des règles très précises qui font qu'on a 2 profils dominants et que c'est absolument anormal parce que ces profils bloquent la société, bloquent l'évolution de la société. Le premier profil, c'est des politiques de carrière. C'est des gens qui sont là depuis toujours, pour toujours, qui ne pensent qu'à une chose, c'est à leur réélection. Ça devient un enjeu de salaire, de statut social, et donc on n'est plus du tout dans la défense de l'intérêt général. On est uniquement dans la défense de l'intérêt particulier, du job, du salaire, du mandat. Ça donne des gens qui ne savent pas faire autre chose. Ça donne des gens qui commencent comme maire de Neuilly à 27 ans et qui n'arrivent pas à s'arrêter. Ça donne des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité, qui découvrent à 40 ans qu'ils sont députés, qui viennent même d'être nommés ministres, et qui découvrent qu'il faut remplir une déclaration d'impôt, par exemple. Donc ça c'est inadmissible. Nous, on a proposé qu'on ne puisse pas faire plus de 3 mandats successifs, pas plus de 4 mandats dans une vie, qu'on ne passe pas sa vie à faire de la politique. On y va pour quelques années, et puis ensuite on retourne dans la société civile. Et puis il y a un deuxième profil dominant en France, en politique, et qui est une caractéristique vraiment unique en France, c'est qu'on a énormément de fonctionnaires. Alors, on n'a rien contre les fonctionnaires. On a souvent en France des fonctionnaires plutôt de bonne qualité. La fonction publique attire plutôt des gens qui ont envie de servir l'intérêt général. C'est un des atouts du pays, d'ailleurs, je pense, par rapport à beaucoup de pays. Par exemple, par rapport aux États-Unis, où c'est moins le cas, ou la Belgique, où j'ai vécu quelques années, bien malgré moi. Enfin, j'ai bien aimé quand même. Pour vous raconter cette partie-là ce soir, si vous voulez. Et donc, on a beaucoup de fonctionnaires. On a 55% de fonctionnaires à l'Assemblée,
alors qu'ils ne représentent que 20% de la population active. Ils sont 3 fois plus nombreux que ce qu'ils devraient être. Pourquoi ? Parce que quand on est fonctionnaire élu puis battu, on retrouve son job avec l'ancienneté. Quand on vient du privé, on a droit à Pôle emploi, on a ses yeux pour pleurer. Donc il y a un privilège d'accès à la vie politique des fonctionnaires qui, en soi, est choquante d'un point de vue purement fonctionnement de la démocratie, mais qui a aussi des conséquences extrêmement concrètes. La première conséquence, c'est qu'on a des gens à la tête du pays qui ne connaissent que le fonctionnement de l'État traditionnel, qui ont beaucoup de mal à imaginer un État digital, décentralisé, moderne. Ils connaissent, par exemple, que les méthodes de management, de gestion des ressources humaines de l'administration, qui s'appelle le GVT, le glissement vieillesse-technicité. Plus vous vieillissez, plus vous êtes promu. On sait très bien dans les organisations modernes que ce n'est pas comme ça qu'on pousse les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc ils ont beaucoup de mal à imaginer autre chose. Et donc ils reproduisent ce qu'ils connaissent depuis toujours. Ensuite, ils ne connaissent pas l'entreprise. Et l'entreprise, ils s'en méfient énormément. En entreprise, il y a de l'argent qui circule, donc on s'en méfie énormément. Et donc ça donne des gens qui prennent des décisions en matière économique qui sont souvent très, très inadaptées. La loi Hamon sur les cessions d'entreprise, le système de pénibilité qu'on a vu récemment, où il faut mesurer tous les jours le nombre de fois un employé va lever les bras au ciel, faire un tour de 90 degrés, etc. Donc des décisions totalement inadaptées par rapport au monde de l'entreprise. Et puis la dernière conséquence, malheureusement, c'est que ce sont des gens qui ne connaissent que la France, très souvent, qui n'ont pas voyagé à part les gens du Quai d'Orsay, et qui donc ne voient pas que la France est une surdouée qui s'ignore et a tout pour réussir dans la mondialisation, et qui sont très rapidement et très facilement convaincus qu'il faut vite se replier sur nous-mêmes et se fermer au reste du monde. Donc il est urgent de diversifier le recrutement de la classe politique et de faire en sorte qu'on n'ait pas 3 fois plus de fonctionnaires que ce qu'on devrait avoir. Ce qu'on a proposé est tout simple, ce que font la plupart des pays d'Europe, ce que fait l'Angleterre par exemple, c'est qu'un fonctionnaire élu démissionne. Les Anglais n'en vont plus loin que ça, ils demandent à ce qu'un fonctionnaire candidat démissionne, de façon à ce que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Rupture dans le fonctionnement de la vie politique. Ensuite, 2 autres ruptures. Rupture dans le fonctionnement économique et social du pays. On a fait 6 propositions, et je vous renvoie à notre site internet, sur la façon de créer 2 millions d'emplois en 5 ans. On pense que c'est parfaitement possible. On connaît les solutions, on a parlé de droit du travail. Évidemment, la flexibilité, Fabrice Grinda en parlait tout à l'heure, est un sujet. On ne propose pas de révolutionner les choses de façon en retirant des droits aux salariés. On a parlé de créer de nouveaux droits, de nouveaux devoirs, en particulier en matière de droit du travail. Je vous renvoie aussi à notre site internet là-dessus. On a pris des idées auprès de la CFDT, par exemple, qui propose des idées intéressantes, par exemple, sur la façon de simplifier le poids du paritarisme en entreprise, qui est un enfer pour ceux qui dirigent des petites boîtes en particulier. Tout ce qui est CE, CHSCT, tout le formalisme qui va autour, les sanctions pénales, si vous ne respectez pas tout ça fait qu'aujourd'hui, nos chefs d'entreprise passent l'essentiel de leur temps à gérer ça plutôt qu'à voir leurs clients ou à s'occuper de leurs produits. La CFDT dit, on est d'accord avec ça, c'est un vrai problème. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on remette tout ça à plat, qu'on simplifie tout ça. On n'a pas voulu emmerder les chefs d'entreprise, ce n'était pas du tout l'objectif. Ce qu'on veut, c'est participer aux décisions dans l'entreprise. Et ils proposent, par exemple, d'avoir un poste sur 6 d'administrateur dans l'entreprise avec un vrai droit de vote. Et nous, on dit banco, pourquoi pas, évidemment. Et ils citent comme exemple le climat social chez Renault, où on a déjà ce type de mesures, parce que Renault était une entreprise publique et donc ces mécanismes existent déjà. Et eh bien, on a un climat social qui est plutôt de qualité chez Renault. C'est une des rares grandes entreprises industrielles qui réussit à continuer à fabriquer des voitures en France avec de la flexibilité. Tout ça parce que le climat social est bon, je pense, et parce qu'on a certainement un bon manager aussi à la tête de Renault, mais on a également un climat social de qualité grâce à ce type de mesures. Donc voilà, on a fait toute une série de propositions très pragmatiques, très concrètes, très simples, beaucoup en matière d'entrepreneuriat évidemment aussi. On sait très bien que s'il n'y a pas assez de financement en matière d'entrepreneuriat en France, et Fabrice Grinda l'a un peu dit, c'est que l'État, finalement, est le seul à se retrouver à financer. Fait des choses pas mal, d'ailleurs, la BPI fait des choses intelligentes, mais aujourd'hui, les particuliers, par exemple, ne sont pas du tout incités à investir dans les entreprises. Les Anglais ont un système qui s'appelle l'EIS, l'Enterprise Investment Scheme, qui portait sur 500 000 livres jusqu'à il y a 1 an, et ils viennent de le doubler à 1 million de livres, donc pratiquement autant d'euros. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que quand l'argent finalement sortait par la porte du trésor de l'État britannique, il revenait par la fenêtre très rapidement. L'argent qui est investi dans une PME, il est recyclé immédiatement dans l'économie. Il fait rentrer de la TVA, il fait rentrer des charges sociales, et donc ils ont doublé le mécanisme. Nous, on avait un mécanisme qui portait sur 100 000 euros, qui avait le tort de s'appeler le Madelin, et qui a été intégré au plafonnement des niches fiscales. Donc voilà, à 10 000 euros. Eux, ils sont à 1 million de livres, nous, on est à 10 000 euros. Donc on voit l'écart. Et ça se traduit évidemment en termes de poids des investissements dans les PME et dans les startups françaises, qui n'a rien de commun. Donc voilà, toute une série de mesures très pragmatiques, proposées par des gens qui viennent de la société civile, qui savent de quoi ils parlent,
qui ont l'expérience souvent d'avoir vécu ce type de situation, soit en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, en tant qu'avocat, et qui donc ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire des propositions pour que le pays s'en sorte. Et puis, dernier sujet, dernière rupture, c'est une rupture dans la gestion des affaires publiques françaises, dans la gestion des administrations et des collectivités, avec 2 grands axes pour trouver 200 milliards d'euros, pas 50 ou pas 100, mais 200. Pourquoi 200 ? Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, on a un déficit d'à peu près 80 milliards d'euros par an. Il n'y a absolument aucune raison qu'on ait 80 milliards de déficit. Et puis, on a un delta, je l'ai dit tout à l'heure, un écart en termes de prélèvement d'à peu près 120 milliards d'euros par rapport à la moyenne des pays européens. Il n'y a aucune raison que notre modèle coûte 120 milliards d'euros que la moyenne, par rapport à la moyenne de nos voisins. Donc, il faut trouver 80 plus 120 milliards, il faut trouver 200 milliards. On a proposé toute une série de pistes, je ne vais pas les évoquer ici, encore une fois, allez voir le site, www.douscitoyen.fr. Il y a en gros 2 grands axes. Il y a un axe productivité. Il y a des enjeux majeurs de sous-productivité dans les administrations françaises. Vous avez des taux d'absentéisme invraisemblables. On est à 25 jours d'absentéisme en moyenne dans les collectivités locales françaises, 3 fois plus que dans les entreprises privées, avec des records absolus. J'étais à Dunkerque il n'y a pas très longtemps et j'évoquais le cas, ce qui était pour moi le record, le cas de Montpellier, où il y avait 37 jours d'absentéisme par employé et par an. Puis on m'a dit, non, monsieur Père, le record de France, c'est ici, Conseil général du Nord-Pas-de-Calais, 65 jours d'absentéisme par employé et par an, qui viennent s'ajouter à 6, 7, 8 semaines de congés payés en général. Donc c'est des gens qu'on paye à plein temps et qui travaillent à mi-temps, avec des enjeux bien sûr de motivation. Donc il faut travailler sur la motivation, il faut sortir du GVT, et avec des enjeux bien sûr aussi d'organisation. Donc, gros travail sur la productivité, bien sûr, remettre en cause les 35 heures, revenir probablement à 39 heures payées 36, pour qu'il y ait une incitation sous forme de bonus, revoir évidemment aussi le fonctionnement des retraites, etc. Toute une série de mesures de bon sens, on n'est pas dans l'idéologie, on est dans le bon sens, dans l'arithmétique, dans les mathématiques, uniquement, aucune idéologie. Et puis tout un axe organisation territoriale, on a proposé en particulier d'en finir avec les 36 000 communes de France, 40% des collectivités locales d'Europe pour 12% de la population européenne, un pays qui a construit la moitié des ronds-points d'Europe quand même. Donc un vrai sujet de regrouper nos collectivités locales au niveau probablement des communautés d'agglomération qui existent déjà. Il y en a à peu près 4 000 en France qui pourraient devenir les nouvelles communes. Voilà, toute une série de propositions de bon sens, d'organisation pour baisser la dépense publique également au niveau de l'État. Et tout ça, on le fait dans un esprit... On se veut transpartisan. Nous, on pense qu'aujourd'hui, les gens de bonne volonté, les Français de bonne volonté qui refusent les extrêmes, les populistes, le repli sur soi, de tout envoyer promener, l'euro, l'Europe, les étrangers, tout ça à la fois. Nous, on pense que les Français de bonne volonté doivent se réunir aujourd'hui, gauche ou droite, peu importe, autour d'un projet de réforme du pays, autour de quelques grandes mesures, avec quelques valeurs aussi auxquelles on croit. Nous, on croit à la réconciliation de la solidarité et de la prospérité. On pense qu'il faut marcher sur 2 jambes. On croit à une vraie solidarité, pas à la pseudo-solidarité qu'on nous sert assez souvent aujourd'hui, avec des gens qui partent à la retraite à 50 ans à peine révolus. Ce n'est pas de la solidarité, ça, comme Anne Hidalgo, par exemple, qui est partie à la retraite à 54 ans, ou Alain Juppé à 57 ans, qui est un autre exemple. Et on croit par ailleurs à la nécessité de créer un environnement prospère pour pouvoir financer des politiques de solidarité ambitieuses. Et un environnement prospère, c'est un environnement qui fait en sorte que tous ceux qui tirent la machine économique ne soient pas... Et tous ceux qui tirent la machine économique, c'est à la fois les entrepreneurs, mais c'est aussi les artisans, les commerçants, les professions libérales, les cadres, que tous ces gens-là ne soient pas stigmatisés, entravés, punis, comme c'est trop le cas en France aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on propose, voilà ce qu'on cherche à faire. J'ai fait ça pendant 1 an, je me suis beaucoup amusé pendant 1 an, et puis au bout d'1 an, et c'est aussi beaucoup la logique de nous citoyens, où on contribue à essayer que le pays change, et puis ensuite on passe à autre chose. Au bout d'1 an, je suis redevenu entrepreneur, parce que c'est finalement aussi ça qui me permet de m'épanouir beaucoup plus. Et puis j'ai passé la main à Jean-Marie Cavada, qui est quelqu'un de plus connu que moi aussi, c'était pas mal aussi en termes de visibilité, qui aime faire ça aussi par ailleurs, et qui a repris le flambeau il n'y a pas très longtemps, et qui continue de porter les couleurs de nos citoyens. Voilà, merci. Merci Denis. Donc je vais te demander de nous rejoindre. Donc je crois qu'on va tous voter pour toi aux prochaines élections. Donc je vais te dire quand est-ce que tu te présentes. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est enthousiasmant de t'entendre. Alors notre dernier témoin
C'est aussi un entrepreneur de renom, donc Jean-Baptiste Descroix-Vernier, qui va nous rejoindre, je pense. Alors, Jean-Baptiste nous fait l'honneur d'être avec nous et il faut que vous l'appréciez vraiment beaucoup parce que les interventions de Jean-Baptiste sont absolument uniques, rares. Il donne peu de son temps en public, donc on a la chance de l'avoir avec nous ce soir. Donc, Jean-Baptiste a créé Rentability Web. Auparavant, il était avocat, ou plutôt il a eu une formation d'avocat et ensuite est devenu entrepreneur avec Rentability Web, qui est un des leaders du paiement aujourd'hui. C'est aussi un engagement fort de sa part d'aider, de s'engager en tant que fondateur de nombreux philanthropies ou philanthrope. Je pense que c'est le mot qui te caractérise bien, mais tu vas nous expliquer tout ça maintenant, en commençant par nous donner ton regard sur le marché du paiement, puis ta vie d'entrepreneur et aussi ce qui a fait ton succès en tant qu'entrepreneur local avant d'être un entrepreneur international. Merci Jean-Baptiste. Merci à vous, bonsoir. La presse online, c'est pas de la vraie presse. C'est pas de l'information. Ces gens-là sont pas des journalistes. Le commerce sur Internet, il a aucun avenir. Internet, d'ailleurs, ça marchera pas, c'est une mode. J'ai appris qu'il y avait des gens qui voulaient vendre des pièces automobiles, des pièces détachées sur Internet, sans le mec en bleu de travail qui pue le cambouis avec la photo de Nabila toute nue sur un calendrier derrière. Ça fait pas pro. Et sans ça, par le web, il y a aussi des gars qui veulent vendre des cannes à pêche. Il faut être un peu chauve pour ça, quand même. Sans le type qui sent le poisson, les asticots dans le petit frigo à côté, et ils veulent vendre des cannes à pêche. Et puis je vous parle pas des gars qui veulent vendre des pompes, sans qu'on puisse les essayer. Alors, la litanie pourrait être longue, hein, je pourrais passer la soirée, parce que toutes ces bêtises, je les ai entendues 1 millier de fois. Et si vous êtes là aujourd'hui, si vous êtes dans cette salle, si vous êtes dans ce secteur-là, non seulement vous les avez entendues 1 millier de fois aussi, mais en plus vous les avez fait exploser. Vous êtes le témoin de la réussite de l'Internet et vous en êtes les artisans. Vous savez que tout ça, ce sont des bêtises, évidemment. Alors pourtant, ceux qui nous disaient ça il y a quelques années, parce que moi je suis un vieux du web, j'ai démarré dans les années 80, avant la création d'Internet, j'étais avocat pendant 7 ans et j'étais spécialisé dans le numérique. Et quand Internet apparaît en 1994, pour vous donner une idée, ma plus vieille filiale est de 1998. Donc on s'aperçoit qu'on a ce discours de gens qui comprennent que dalle, qui sont en permanence dans le déni, qui ne voient pas le monde évoluer, etc. Et alors, non seulement ils sont idiots, mais en plus ils sont incultes. Parce que le commerce a toujours été le phare du développement des civilisations. Il y a 5500 ans, ce sont des commerçants sumériens qui inventent la première écriture, le cunéiforme. Ce sont des commerçants qui l'inventent. Et ils l'inventent pour pouvoir compter leur stock et noter leurs ventes, déjà à l'époque. Sans commerce, on n'aurait eu aucun développement des moyens de transport. On n'aurait eu aucun développement des moyens de communication. Le commerce a créé aussi la cellule de base de notre société moderne dans les pays développés, l'entreprise qui nous offre nos carrières, nos revenus, notre positionnement social. Et puis le commerce a engendré aussi la création de quelque chose qui me touche un peu plus particulièrement, dont on va parler, c'est la monnaie. C'est la monnaie, c'est né du commerce aussi. Alors, les Français, dans cette grande démarche commerciale, depuis que le monde est monde, ont toujours été à la pointe de la flèche. Et je rejoins ce qui vient d'être dit il y a 2 minutes par Denis, parce qu'en fait, si vous regardez bien, dans l'histoire du monde et dans l'histoire du commerce, la France était toujours un fer de lance. Le grand magasin, le concept de grand magasin, de supermarché, entre guillemets, il est inventé par un Français en 1852, il s'appelle Aristide Boucicaut. Il n'est pas resté... il a sa fiche Wikipédia. Aristide Boucicaut, un jour, il prend des boutiques qui n'ont rien à voir, il met tout ça dans un hangar, il ouvre grand les portes et il dit aux gens « servez-vous ». Et ça, c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Donc la France a toujours été à la pointe de la flèche. Par contre, si on attend, nous, commerçants, si on attend aujourd'hui
de la France de l'aide, là je rejoins encore ce que tu disais, ou ce qu'on attendait tout à l'heure à Miami de Fabrice, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Est-ce qu'il y a le ministre de l'économie, du commerce, de l'industrie dans la salle? Un secrétaire d'État au numérique? Un sous-fifre? Non plus. Ils n'ont envoyé personne. Vous voyez encore où on en est aujourd'hui? On a aujourd'hui, c'est pas tous les jours que les 1000 décideurs du e-commerce français se retrouvent au même endroit. C'est pas tous les jours qu'on est tous réunis. Bon, moi, c'est jamais. Mais enfin, là, on est là. Et est-ce que vous avez une marque de respect, de reconnaissance d'un gouvernement ou d'un autre, hein? C'est pas politique, droite, gauche, peu importe. Ils comprennent rien, ils sont pas là, ils envoient personne, ils s'en foutent. Et à côté de ça, ils vont défiler, droite comme gauche, à Florange, dans les hauts fourneaux. Ils croient qu'ils vont bosser où, leurs gosses? Ils vont faire de la sidérurgie, les gamins? Ils vont bosser dans vos entreprises, dans mon entreprise. Ils s'en foutent des hauts fourneaux de Florange. Pourtant, c'est là que vous les voyez, les politiques. Alors, on se retrouve dans une situation où, effectivement, du côté des pouvoirs publics, ça n'ira pas, ça ne bougera pas. Je déteste le French bashing. Je vous dis tout de suite, tout de gauche, je déteste ça. Je rejoins ce qui a été dit. La France, c'est un pays c'est un peuple courageux. Ce sont des gens qui sont bosseurs, ce sont des gens intelligents, ce sont des gens qui l'ont prouvé. Par contre, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la French Tech? C'est quoi l'idée? Nous mettre un pins avec un coq rouge, diminue mes charges sociales, et puis j'embaucherai plus en France. Garde ton pins. Bon. Donc, on se retrouve dans une situation où, effectivement, on est un peu seul. On est un peu seul. Et moi, mon commerce à moi, c'est de vendre des pelles et des pioches. Vous êtes des chercheurs d'or, un petit peu comme aux États-Unis, quand il y a eu la grande ruée vers l'or du Klondike. Vous avez chacun votre mine d'or. Il y en a qui vendent des pompes, il y en a qui vont vendre des cannes à pêche, il y en a qui vendent des pièces automobiles, il y en a qui vendent des bouquins. Voilà. Mais tous ces mines d'or, pour les exploiter, vous avez besoin d'outils, vous avez besoin de mes pelles et de mes pioches. Alors, c'est quoi pour un commerçant, les pelles et les pioches? Le premier des outils, des grands outils du commerçant, c'est le paiement. Sans paiement, vous ne faites pas de vente. Sans le paiement, le client ne peut pas acheter. Donc, le paiement, c'est quelque chose qui est essentiel dans l'acte de commerce. Et bizarrement, si vous regardez, un truc assez incroyable, c'est que tous les grands secteurs ont eu leur révolution. Les télécoms dans les années 1990-2000, les transports avec Uber, le tourisme avec Airbnb. On a eu ce grand mouvement comme ça de brassage et d'élan vers l'avenir. Et le paiement, que dalle, peau de zob. Le paiement, il n'avait pas bougé depuis des décennies, rien, comme s'il était ancré dans du marbre. Alors, attention, ça vient d'une structure bien particulière. Les banques sont des dinosaures. Les banques traditionnelles, ce sont des dinosaures. C'est des espèces de gros édifices avec des fondations qui s'enfoncent très profond. Ça ne peut pas bouger. Alors, le côté négatif de ça, c'est forcément ces banques, elles ne comprennent rien au monde, dans la manière dont il évolue. Les technologies vont trop vite pour elles. Elles ne sont pas souples. Elles ne sont pas alertes. Ce n'est pas des véhicules très faciles à manœuvrer. Mais c'est pour ça qu'on les a créées comme ça. Il ne faut pas critiquer les banques parce qu'elles sont comme ça, parce qu'on les a fabriquées en tant que dinosaures. Pourquoi? On les a fabriquées comme ça pour qu'elles puissent résister aux grands tsunamis financiers. Et ça fait le boulot, ça fait le boulot. La moitié des banques de la planète auraient déjà dû être éradiquées avec tout ce qu'on a vécu. Elles sont encore là, ça fait le job. Donc la manière dont on a créé ces grandes banques de façon cétacienne, comme ça, eh bien, ça fait le travail. Et effectivement, le côté négatif, c'est qu'elles ne sont pas souples. Moi, je me retrouve dans les années 90, dans les années 2010, avec une phrase qui est restée célèbre d'ailleurs, mais les gens ne se souviennent pas qu'elle est de moi, et je me dis, je rêve d'une banque, mais une vraie. Et les gens sont comme ça, avec mes chats en témoin, ils ont pas... Bon. Et je me dis, mais une vraie banque, une banque qui comprenne mes logiques, une banque dans laquelle je ne sois pas qu'un numéro, une banque qui soit proche du e-commerçant. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est normal de voir qu'il y a des bugs dans l'envoi du SMS 3D Secure? Est-ce que c'est normal, lorsque vous avez un abandon de panier, que votre banque ne vous propose pas un retargeting par SMS, par audiotel, on peut vous appeler aussi, téléphone, par email? C'est quoi un abandon de panier? Le type, il fait son panier, il passe des
minutes, il va choisir tous ces articles, il arrive sur la page de paiement, et là, il n'y a pas la vente. Vous avez tous connu ça, c'est quand même un certain nombre de pourcentages, il arrive sur la page de paiement, la vente ne se fait pas. Mais il y a 1 milliard de raisons pour lesquelles la vente ne peut pas se faire. Une panne de courant, une panne d'Internet, ma maman qui m'appelle pour manger, un coup de fil important. Il y a 1 milliard de raisons. Je change d'avis. Bref, il y a 1 milliard de raisons qui font qu'au moment où je vais cliquer sur le paiement, je ne clique pas, la vente, elle ne se fait pas. Aujourd'hui, 100% des banques, 100% sauf nous, 100% des banques vont vous dire bah, « t'as pas fait ta vente, j'y suis pour rien ». Non, nous, on va se poser la question, pourquoi tu n'as pas fait ta vente? Est-ce qu'on va peut-être proposer un retargeting? On va rappeler la personne, on va lui dire « tiens, on va te filer 3-4% de plus et favoriser cet acte d'achat ». Est-ce que c'est normal aujourd'hui de recevoir ces chargebacks hors délai? Et vous savez très bien que les grandes banques font systématiquement tout ça. Donc on arrive dans une situation dans les années 2010 où il fallait créer un outil bancaire qui soit adapté. Bill Gates disait, il dit toujours d'ailleurs, Bill Gates dit qu'on n'a pas besoin de banquiers. Tant mieux, parce que... Bon, on n'a pas besoin de banquiers. Par contre, on a besoin d'un système bancaire. Et il faut que ce système bancaire soit parfait. Il faut que ce système bancaire soit adapté à ce que vous vivez dans le e-commerce. Alors, c'est quoi un système bancaire adapté? C'est un système qui sait manier la data. Si on considère que le paiement, c'est juste un tuyau avec un début et une arrivée, ça, c'est du passé, hein, c'est fini. C'était les années bien avant nous, des années 70, etc. C'est terminé. Aujourd'hui, le paiement, c'est de la donnée, c'est de l'analyse marketing. 3 données. La donnée comportementale. Tous les marketeurs, toutes les régies vous diront ce qu'on peut faire en termes de vente avec la donnée comportementale. La donnée commerciale, évidemment, et la donnée bancaire. Et quand vous jumelez ces 3 données, que vous les analysez, vous obtenez des systèmes de paiement qui ont 3 objectifs. 1, on lutte mieux contre la fraude. 2, on réduit les taux d'abandon. 3, on augmente les taux de conversion. Ça a été B2B, notre filiale qui fait le paiement. Et à partir de là, on a dit aux commerçants, comparez. Faites un A/B test, regardez par rapport à votre prestataire actuel, regardez si les taux de conversion sont meilleurs. Personne n'étant ennemi de ses intérêts, on vient de dépasser 1 milliard d'euros de run rate au bout d'une trentaine de mois d'activité. Alors du coup, on se retrouve dans une situation où on est face à des dinosaures. Mais des dinosaures très forts. Hein. Et nous, on est petits. David contre Goliath. D'un autre côté, c'est David qui a gagné. Et puis, on arrive dans une situation où ce qui est anormal va commencer à disparaître. Alors, si on veut conclure là-dessus, vous aurez demain un système homogène, omnicanal, qui va à la fois être sur la mobilité, c'est déjà le cas chez nous, analytique, dans lequel toutes vos données vont être analysées. Et puis, il faut arrêter de croire les bêtises qu'on nous raconte. Quand on vous dit que vous avez en bas de la rue, derrière un joli pupitre Ikea, un banquier souriant et gominé qui connaît votre métier et qui vous aime, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous allez voir ce banquier souriant et que vous lui demandez combien de codeurs travaillent dans son équipe, vous allez juste rigoler. Si vous lui demandez s'il sait ce que c'est qu'un dongle, qu'une API, que du paiement impose, vous voyez tout de suite que le type est complètement largué. Aujourd'hui, on a besoin d'être soudés, de créer des alliances. C'est pour ça que ce type de réunion d'affaires est vachement bien, parce que ça permet de créer des alliances face à un monde qui, lui, a du mal à évoluer. Et cet avenir, on est en train de le créer ensemble. Voilà, c'est ça dont on parle. L'avenir du paiement, il est maintenant, comme dit notre ami Philippe Geluck, le futur commence à la fin de cette phrase. Merci. Mais, merci à toi, Jean-Baptiste. Alors, on ne l'a pas mentionné, mais tu as aussi une particularité, c'est que tu fais partie, ou tu es le seul Français vivant qui a fait don de tous ses biens déjà. Alors, j'ai essayé de ne pas parler de moi, en fait. Je me suis dit, ça va passer, mais non. Mais ça, je pense que c'était important de le mentionner, puisque tu as une vraie implication sociale et humanitaire. Donc, c'est aussi bien de montrer qu'on a eu des parcours d'entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui aujourd'hui sont business angels eux-mêmes, donc qui aident des jeunes entrepreneurs à démarrer ou qui s'investissent en politique
ou sur des causes humanitaires et philanthropiques. Je vous propose, si Ingrid nous l'autorise, de lancer une séance de questions-réponses avec vous. Alors, qui se lance ? Moi, j'ai plein de questions. Si vous n'en avez pas, j'en ai plein. Waouh ! Osez, soyez audacieux. Éric. Oui, Éric Dupin, 13 Citron. J'ai une question à Denis Père. Vous êtes entré un peu en politique et puis vous êtes redevenu entrepreneur. Et ça répond à une question que j'allais vous poser, c'est est-ce qu'en entrant en politique, vous ne craignez pas de devenir un politicien et de finalement vous éloigner des préoccupations qui vous ont motivé à y aller ? Non, c'est pas la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre du recul au bout d'un an, un an et demi. C'est vraiment des raisons assez personnelles. Enfin, c'est d'abord une raison assez objective, c'est que pour aller vite, il fallait gagner vite en notoriété. Et 2017, c'est pas loin. On va essayer de peser en 2017. On va essayer de faire que l'agenda qu'on développe soit repris le plus possible. Et il fallait gagner vite en notoriété. Donc il fallait quelqu'un de plus connu, ce qui était le cas de Cavada. Même si ça marchait plutôt bien, on n'avait pas à se plaindre. On avait pas mal de reprises presse. Les journalistes nous ont pas snobés. On a vraiment eu une reprise très forte de la presse, en particulier de la presse économique. Mais pas seulement, les journalistes aussi généralistes aussi nous ont bien repris. C'est souvent des entrepreneurs, ils comprennent souvent les sujets, des gens comme Ardisson, des gens comme Ruquier. Et c'était plus compliqué avec les journalistes politiques. Ça, c'est vrai que c'était plus compliqué, qui sont très proches des politiques. Mais donc, il fallait gagner vite en notoriété. Puis le deuxième sujet, c'est un sujet plus personnel. Moi, j'ai des enfants encore jeunes, j'en ai 4, mais j'en ai 2 petits qui ont 10 ans et 13 ans. Et quand on a des enfants jeunes, je pense que faire de la politique, c'est effectivement un problème. C'est pas le fait d'être un entrepreneur ou pas, c'est que c'est très exclusif, surtout quand on démarre. Et donc c'est vrai que passer toutes mes soirées en dehors de chez moi, ça devenait compliqué au bout d'un moment. Et donc c'était une des raisons, effectivement, aussi, pour laquelle j'ai pris du recul. C'était pas la peur d'être déconnecté d'une manière ou d'une autre. Merci. Alors, Geneviève, une question ? Oui, pour Jean-Baptiste Descroix. Je voulais savoir où vous aviez acheté vos chaussures. Et puis, qu'est-ce que c'était qu'une banque aujourd'hui ? Est-ce que vous en êtes une ? Qui en est ? Qui n'en est pas ? Alors, Amsterdam, vers chez moi. Non, une banque aujourd'hui, alors nous on est un établissement de paiement, donc c'est un établissement, c'est agréé auprès de la Banque de France, on est passeporté dans un certain nombre de pays, on siège au GIE carte bancaire. Notre métier, c'est pas d'ouvrir des comptes de particuliers, notre métier ça va être de nous occuper de la carte bancaire, des paiements par carte bancaire pour des commerçants. Pour ça, il faut être établissement de paiement, agréé, c'est un secteur qui est réglementé, extrêmement réglementé. Depuis la directive européenne SEPA, en revanche, il a permis à des entreprises comme la nôtre, qui avaient un très haut degré de technologie, de faire concurrence aux grandes banques sur ce secteur. L'établissement de paiement, pour les plus anciens d'entre nous, on appelait ça, et on a du mal à en sortir, mais on appelait ça la banque d'acquisition avant, en fait. Voilà, on est une banque d'acquisition. Aujourd'hui, je ne fais pas de tenue de compte. Je m'occupe uniquement de la transaction par carte bancaire avec un objectif, c'est que le commerçant qui va utiliser mon système CB vende plus. Mes concurrents, pour finir, c'est BNP, Société Générale, Crédit Mutuel, ce sont les grandes banques traditionnelles. Et puis, dans les concurrents européens émergents, on va avoir Hayden, on va avoir Wirecard, on va avoir Stripe, etc. Hayden qui est là d'ailleurs. Ouais, j'ai vu, ils ont un chouette stand, ça, c'est le même que nous en fait. C'est bien, on peut s'organiser une rencontre après les 3. En plus, ils sont hollandais, on s'entend déjà pas mal parce qu'on est voisins. Patrick, une question. 2 questions pour Jean-Baptiste Decroix-Vernier. La première, c'est qu'est-ce que tu penses des crypto-monnaies, notamment de Bitcoin, dans toute la configuration? C'est salaud, je vais être méchant, tu le savais. Et la deuxième question, mais qu'est-ce que tu as contre les chauves, putain? Les crypto-monnaies, bon, c'est bien, c'est un phénomène de société, c'est super. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Chaque fois qu'on vous annonce une révolution dans le paiement, Byster. Pourtant, Byster, BNP, Atos, tout ça, costaud. Bon, hop, 25 millions de paumés, faillite. Monéo, vachement bien, Monéo. Attends, il y a du lourd derrière. Terminé, au revoir. Quicksco, super, Quicksco. Ruez-vous dessus pour vos boutiques. Allez, terminé, bye bye. Et ça marche toujours comme ça. C'est-à-dire que rien n'est gravé dans le marbre.
Voilà. Donc quand on vous annonce des révolutions dans le paiement, ça n'existe pas en réalité. Si vous regardez vos boutiques, si vous regardez où vos clients, par quoi ils payent, en grande majorité sur le marché français, ils payent par carte bancaire. Donc moi j'adore les bitcoins, super, c'est génial, super. Maintenant demandons aux commerçants, est-ce qu'ils font plus de 0,% de leur chiffre d'affaires en bitcoin? Ben non. Ben non. Si demain il y a un raz-de-marée du bitcoin et que tout le monde se met à acheter ses pompes et ses cannes à pêche en bitcoin, parole d'honneur, je changerai de discours. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la plupart des gens font leur beurre sur la carte bancaire. Donc c'est ce système de paiement-là qu'il faut moderniser, qu'il faut travailler, bien avant d'aller sur des trucs beaucoup plus confidentiels. Et c'était quoi ta deuxième question? Alors Les chauves. Parce que je vais me lancer dans un business de shampoing à l'œuf et je prépare un peu le terrain. En plus. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? J'ai tweeté hier comment reconnaître Olivier Bernasson vu d'en haut, et c'est un rond en fait. Bon, c'est un vieux joke. Attends, puis mon robot Twitter anti-chauve arrive, hein, tu sais que... C'est un rond dans l'eau. C'est un rond dans l'eau. Alors, on prend encore une ou deux questions, puisque Ingrid nous rappelle que nous avons un planning serré pour le Sporting à 20h30. Donc, Sporting 20h30. Et j'ai mis après comme... c'est Eric là ou non, qui c'est qui est... faut tout ce qu'on aille boire pour oublier et éviter de déprimer, ou après tout ce que vous nous avez dit comme quoi on est en France mais que finalement ça se passe ailleurs. Ça, c'est... Mais on peut changer, on peut changer. C'était plutôt le message de Fabrice en tout cas qui était un peu qui portait à une certaine envie d'aller aux États-Unis. D'autres questions? Qui a des questions dans la salle? Oh, vous êtes... L'appel du Jimmy's, l'appel du Sporting. Bon, ben on va en rester là alors. Merci à tous.